Quel est ce pagne que les femmes africaines s'arrachent et s'attribuent chaque année le 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme? Qu'est-ce que ce pagne apporte comme contribution à l'avancée des droits des femmes africaines? Est-ce que la célébration du 8 mars n'a pas été galvaudée? Est-ce que les challenges ne sont pas ailleurs? Est-ce que le combat n'a pas été détourné de son objectif? Est-ce que ce pagne apporte une plus-value à ce que les droits des femmes en Afrique soient respectés? Mon avis tranché sur la question, c'est parti. Coucoutine, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Le 8 mars dernier, la majorité des femmes du monde ont célébré la Journée internationale des droits de la femme. Cependant, force est de constater que nous célébrons cette journée d'année en année, en Afrique notamment, mais que les retombées réelles de cette journée peinent à se voir sur le quotidien des femmes africaines. Pour la petite histoire, la Journée internationale de la femme a été marquée par deux faits historiques: le Women's Day en Amérique et la Journée des femmes en Europe. Ce n'est qu'en 1977 que l'Organisation des Nations Unies adopte une résolution pour inciter chaque pays à consacrer une journée à la célébration de la femme, ainsi naît le 8 mars. Lors de cette journée, on assiste à plusieurs conférences, à des ateliers, à des panels, à des tables rondes de discussion. Mais réellement, sur le terrain, qu'est-ce qui est fait concrètement pour que les droits des femmes en Afrique soient respectés? Certains pays africains tels que la Côte d'Ivoire, le Togo ou le Cameroun, par exemple, sortent un pagne que les femmes doivent vêtir le 8 mars, qui serait le symbole de la revendication de leurs droits. Cependant, est-ce que les femmes africaines elles-mêmes sont conscientes de ce que cette journée représente pour elles? Est-ce qu'elles sont assez informées sur ce que la Journée internationale des droits de la femme représente? Parce qu'il y a tellement à faire encore dans nos pays africains pour l'avancée des droits des femmes. Et porter un pagne à l'occasion de cette journée alors que nos droits les plus élémentaires sont bafoués, ça n'a pas de sens. Le combat là, il est encore à mener sur plein de chantiers. Il y a des choses pour lesquelles les femmes se plaignent, des questions élémentaires qui n'ont pas encore trouvé de solution. Alors on ne peut pas nous demander de nous vêtir, de nous faire belles et de nous pavaner, de prendre des photos à l'occasion d'une journée qui est censée être une journée de revendication, qui est censée être une journée pendant laquelle on pose les questions majeures et pendant lesquelles des décisions sont prises. Une journée de revendication sociale. Il faut recentrer le débat, il faut former les femmes, il faut informer les femmes sur cette journée, sur ce qu'elle implique, sur sa connotation, sur ce qu'elle représente pour elles, pour leur droit à la santé, pour leur droit à la parité salariale, pour leur droit à la vie dans les hôpitaux, dans la violence conjugale, violence basée sur le genre. Il faut éduquer les femmes. La question de l'éducation des filles est un gros chantier. Selon les données 2020 de la Banque mondiale, 41% des femmes de plus de 15 ans en Afrique subsaharienne sont encore analphabètes. On sait quelles sont les conséquences. Cette femme sera limitée dans l'accès à l'information. Nous, les femmes, nous devons nous battre pour que nos petites filles aient accès à l'éducation, pour ne pas qu'elles soient sujettes à la précarité financière plus tard, à prendre tout et n'importe quoi comme travail parce qu'elles n'ont pas le choix, pour qu'elles puissent au moins savoir lire et écrire. On n'a pas encore gagné ce combat-là. Vous voulez qu'on porte le pagne pour quoi? On se sape pour quoi? Un autre point pour lequel les femmes devraient se battre pour leurs droits: les violences basées sur le genre. On a tellement parlé des VBG qui comprennent entre autres les violences physiques faites aux femmes, les violences psychologiques, les violences sexuelles, l'excision et le mariage forcé, entre autres. En Afrique de l'Ouest, les VBG sont le reflet des disparités et des inégalités entre les hommes et les femmes. Parce que les VBG prennent leur origine dans un système social africain qui est basé sur le patriarcat. C'est le père, ou c'est l'oncle, ou c'est le cousin. Anyway, c'est l'homme qui prend les décisions. Donc la femme, elle est considérée dans certaines cultures africaines comme quelqu'un qu'on peut exploiter, quelqu'un qui n'a pas son mot à dire. Donc dans nos sociétés africaines, les violences faites aux femmes, et surtout de plus en plus aux filles mineures, sont récurrentes. Les statistiques sur les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire, pour le rapport que j'ai pu voir sur le site du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, dit qu'en 2018, il y a eu 682 cas de viol sur des femmes en Côte d'Ivoire. Donc 418 sur mineurs.
Ça veut dire des filles de moins de 18 ans. C'est choquant, c'est un problème, c'est une problématique que les femmes doivent prendre à bras le corps. Dans nos maisons, dans nos cadres professionnels, ouvrons les yeux pour qu'il y ait des sanctions civiles et pénales. Parce qu'on protège trop. On ferme les yeux sur beaucoup de choses qui se passent sous notre nez. On est tous choqués quand on entend qu'une fillette a été violée. On est tous choqués de voir qu'une lycéenne est enceinte. Il faut que les femmes en Afrique se lèvent et fassent pression sur les gouvernements, sur l'Assemblée nationale, sur les législateurs. Parce qu'il y a des situations pour lesquelles la sanction devient une dissuasion. Mais quand on sait que derrière, je vais faire et puis il n'y aura rien, les gens vont continuer. Il faut que ça s'arrête maintenant. Les mariages forcés dans la sphère familiale. Serrons-nous les coudes. Arrêtons d'être des sois belles et tais-toi. Porte le pagne. Fête, mange, célèbre et tais-toi. Pourquoi? Beaucoup reste à faire pour assurer à la femme une protection juridique dans un système qui croule sous le poids des traditions. Par exemple, une femme concubine qui devient veuve peut du jour au lendemain se retrouver à la rue après avoir passé plusieurs années de sa vie à bâtir un patrimoine avec son concubin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre juridique qui protège les femmes qui ne sont pas mariées. Une femme peut avoir bâti pendant des années un patrimoine avec son homme. Et si ce dernier décède, se voit dépossédé de tous ses biens, dépossédé de l'héritage qui doit de facto en principe revenir à ses enfants. Ça fait que les femmes se retrouvent à la rue, ça fait que les enfants peuvent se retrouver déscolarisés plus tard. C'est une question qui n'est pas encore réglée, qui fait encore des ravages dans les familles africaines. Des belles familles qui s'arrogent le droit de venir exproprier des héritiers sous prétexte que la femme n'était pas mariée légalement. Ils vident la maison de son contenu. Quel est le recours pour les femmes qui sont dans ce cas? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Qu'est-ce qu'elles doivent mener comme action? C'est sur ça qu'il faut les éduquer. S'il y a des lois qui sont déjà mises sur pied pour protéger ces femmes-là, il faut les en informer. On ne peut plus laisser les choses se faire comme ça se faisait avant. Dans la majorité de nos pays africains, la loi prévoit que le congé des maternités pour les femmes devrait être de 14 semaines. Si c'était les femmes qui étaient au pouvoir de décision, si c'était elles qui avaient légiféré sur cette loi, ça n'allait pas être 14 semaines. En Côte d'Ivoire, par exemple, le congé de maternité, il est de 6 semaines avant l'accouchement et de 8 semaines après l'accouchement. Ce qui veut dire que la femme qui a accouché à 2 mois doit reprendre le travail et laisser un poupon, un bébé qui n'est pas encore sevré à la maison, à l'attention de quelqu'un d'autre. De qui? Ça, c'est la grosse question. À qui on laisse nos bébés quand on va travailler après 2 mois? Qui va s'en charger? Qui va s'en occuper? Vous me parlerez de nos mères, de nos tantes, de nos cousines. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui ont des mères, des tantes ou des cousines. Et même si ce n'est pas toutes les femmes qui ont des mères et des tantes et des cousines qui sont disponibles, et même encore, est-ce que c'est le rôle de nos mères, de nos tantes et de nos cousines de s'occuper de nos enfants? On aimerait pouvoir être là pour s'en occuper si on avait le choix. Donc ce problème de 14 semaines de congé de maternité, là, ça ne nous arrange pas. Ça doit être revu à la hausse. En 2021, il y a eu un collectif au Burkina qui a lancé une pétition pour obtenir 15 000 signatures pour que la durée du congé de maternité soit prolongée. Parce qu'il est pareil qu'en Côte d'Ivoire, de 14 semaines. C'est pas normal. Il y a des pays africains qui ont fait des efforts, où il y a des avancées notables. La Gambie, par exemple, applique le congé de maternité de 6 mois. Donc, ça veut dire que chaque pays africain peut faire un effort à ce niveau-là. Mais il faut que nous, les femmes, on revendique. Parce que si on se tait sur ces questions qui pour nous sont essentielles, mais qui ne sont peut-être pas essentielles pour les hommes, ça va passer comme lettre morte. Ce n'est pas la norme. Ne pensez pas que parce que vous avez 14 semaines, ça veut dire que dans tout le monde entier, tout le monde a 14 semaines. C'est faux. Moi, je vis au Canada. Ici, c'est 1 an. Quand tu travailles, que tu as ton congé de maternité, là, tu es à la maison pendant 1 an propre. Tu vois ton enfant grandir. Tu as le temps, si tu lui donnais le sein, de le sevrer. Tu as le temps de voir son développement. Tu as le temps de t'en occuper. Tu as le temps de créer ce lien mère-enfant qui est très important dans les 12 premiers mois. Vous nous demandez d'aller au travail après 2 mois. Qui s'occupe de nos enfants? Grosse question, grosse problématique qui ne trouve pas de réponse. On me dira les nounous. Ce qui m'emmène à la question du volet social des droits des femmes. Parce que la question des nounous devient problématique. Et vous le savez très bien.
plus le temps avance, vous comprenez que ce n'est plus un système qui va perdurer. Chers législateurs, chers gouvernants, chers ministères des droits des femmes, ministère de la famille, de la femme, de l'enfant, ministère des affaires sociales, vous avez bien vu ce qui se passe avec les nounous présentement. Vous avez bien vu que laisser son enfant entre les mains d'une personne étrangère peut être risqué. Vous entendez les histoires qui se passent tous les jours. Vous voyez bien qu'il y a un problème social à ce niveau-là. Donc, quelle est l'alternative? Quelle est la solution que vous proposez? À quand les crèches publiques qui vont permettre aux femmes de pouvoir aller au travail sereinement et déposer leurs enfants entre de bonnes mains de personnes qui sont formées et à moindre coût? À quand les garderies publiques? À quand la subvention des initiatives privées? Parce qu'il y a des personnes qui créent des garderies ou des crèches, mais qui sont à des prix qui ne sont pas à la portée de toutes les femmes. Imaginez si vous devez aller laisser votre enfant dans une garderie qui vous demande par exemple 5 000 francs par jour, c'est beaucoup. Ou 1 000 francs de l'heure, c'est beaucoup. Ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent se le permettre. Donc, pourquoi ne pas créer un système qui permet aux femmes de pouvoir avoir ces garderies-là à petit prix? De pouvoir avoir la paix et la tranquillité du cœur. C'est une question de volonté politique. Au niveau économique, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Les femmes n'ont pas facilement accès au crédit, qu'on se dise la vérité. Dans certains pays, les femmes ne peuvent pas avoir accès aux prêts. Elles ne peuvent pas emprunter sans avoir l'aval de leur mari. Les femmes célibataires doivent avoir un garant masculin pour pouvoir avoir accès au crédit. Pourtant, quand on jette un coup d'œil sur le secteur informel en Afrique, même sans statistiques, on peut dire que les femmes sont des actrices majeures de l'économie, qu'elles détiennent le poumon économique, parce qu'elles sont celles-là qui créent des activités génératrices de revenus. Même si c'est dans le cadre du secteur tertiaire, elles jouent quand même un rôle prépondérant à ce que l'économie soit vivace. Pourquoi ne pas lutter pour que nous, femmes, nous puissions avoir accès à des ressources financières plus conséquentes pour pouvoir agrandir nos fonds de commerce, pour pouvoir agrandir notre activité? Voici un chantier sur lequel on doit se battre. Au niveau du droit foncier, sachez qu'il est très difficile pour les femmes dans certains pays africains d'être propriétaires terriens. Et dans certains pays africains, les femmes se battent encore pour pouvoir avoir accès aux terres et aux droits de décision. Pourtant, en Afrique, les femmes sont à l'origine de 70% de la production alimentaire et elles représentent la moitié de la main-d'œuvre agricole. On comprend donc très mal qu'elles ne puissent pas avoir accès aux terres. En Zambie, par exemple, plus d'un tiers des veuves sont privées d'accès aux terres familiales à la mort de leur mari. La belle famille s'approprie les terres sous prétexte qu'elles sont juste des femmes. Elles sont tout simplement expropriées de leurs biens. Il y a eu un cas en Côte d'Ivoire où une chanteuse très connue s'est battue contre les villageois pour revendiquer les terres que son père lui avait léguées, près de 100 hectares de terre. Elle avait tous les documents juridiques et légaux. Elle a combattu, mais elle n'a pas eu gain de cause. Question, si c'était un homme, est-ce que la donne aurait été la même? Est-ce qu'elle ne serait pas rentrée dans ses droits de propriétaire terrien? On est encore au niveau des terres et du foncier en Afrique, dans un système de coutumes et de traditions dans lequel ce sont les hommes qui dirigent, qui coordonnent, qui font passer les terres de génération en génération. Et quand la génération suivante est une fille, généralement, elle est expropriée de son bien. C'est des choses qui doivent changer. C'est des choses sur lesquelles le législateur doit légiférer. Une protection juridique doit être mise sur pied. Des lois doivent encadrer ça pour que les femmes ne puissent pas vivre dans la précarité. C'est-à-dire qu'aucun cadre juridique n'a été mis sur pied pour protéger ces femmes-là, pour empêcher la famille de l'homme de venir s'accaparer tous les biens de la femme, alors qu'il y a des enfants, alors que la femme a parfois contribué à ce qu'ils puissent acquérir ces biens. C'est des choses pour lesquelles on doit lutter parce que c'est des choses qui font partie de notre quotidien en Afrique. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter la paupérisation de la femme? Qu'est-ce qu'on fait pour éviter que les femmes se retrouvent dans la rue? Qu'est-ce qu'on fait pour protéger la petite fille? Qu'est-ce qu'on fait pour créer des balises autour de la cellule familiale? Qu'est-ce qu'on fait concrètement sur le terrain? Quelles sont les mesures qui sont prises? Quelles sont les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale? C'est de ça qu'il s'agit. Les combats que nous menons aujourd'hui ne sont pas que pour nous.
Les combats que nous menons aujourd'hui sont aussi pour les filles de demain. Les combats que nous menons aujourd'hui sont pour que nos filles aient des droits plus que nous en avons eu. Ce n'est pas pour que ça reste le statu quo. Ce n'est pas pour qu'elles viennent trouver des années après que rien n'a changé. C'est pour qu'il y ait une avancée. Pour qu'on puisse dire à nos enfants, à notre époque là, on nous donnait 14 semaines de congé. Maintenant, vous au moins, vous avez 1 an. On a dû lutter pour ça. On va me dire, mais on lutte comment? On lutte chacun à son niveau, à son échelle sociale. J'en appelle aux femmes leaders africaines. Vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes coach en développement personnel. Qu'en est-il du développement communautaire? Je me pose des questions. Faisons des groupes de pression et que le 8 mars ne serve plus simplement à porter un pagne, à recevoir des compliments, à bien manger, à revendiquer des cadeaux. J'en appelle à nos députés. Vous êtes dans ces différentes sphères politiques-là pour que votre voix puisse porter, pour que vous puissiez crier haut et fort ce que nous disons tout bas en bas. Ne nous lâchez pas. Soyez nos porte-voix. Quand vous êtes assises à l'Assemblée nationale, faites des propositions de loi qui vont aider les femmes à être libres, qui vont aider les femmes à être autonomes, à recevoir l'éducation, qui vont aider les femmes à avoir un système de santé fiable, à ne pas mourir lorsqu'elles donnent la vie, qui vont aider les femmes à avoir accès au financement, au crédit, au microcrédit. Vous côtoyez les hommes politiques au quotidien. Jouez votre rôle, faites votre part. Il y va de votre responsabilité. Il y a beaucoup trop à faire pour qu'on puisse se cantonner à porter un pagne le 8 mars. Est-ce que les bénéfices de ce pagne sont reversés à une association de femmes, à une association qui œuvre pour la scolarisation de la petite fille? Est-ce que les bénéfices de ce pagne sont reversés à des associations qui luttent pour l'autonomisation de la femme? Est-ce que les bénéfices de ce pagne sont reversés? Le 8 mars, restons concentrés sur nos objectifs, sur l'avancée des droits, à ce que chaque femme, chaque petite fille puisse trouver sa place dans la société dans laquelle on vit, puisse avoir droit aux mêmes opportunités, que chaque femme, chaque petite fille se sente valorisée. C'est de ça qu'il est question. Et nous comptons sur toutes les femmes pour prendre ce projet à bras le corps. Coucou team, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous de la vidéo pour qu'on puisse ensemble en discuter. Si vous avez également des thématiques que vous souhaitez que j'aborde dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas également à les laisser en commentaire. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, laissez un pouce également si vous avez aimé cette vidéo. Et surtout, comme je le dis chaque fois, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous fortifie.